On va enchaîner, on va revenir sur de l'e-sport. Je tiens à remercier déjà l'ensemble de nos partenaires qui nous soutiennent au quotidien à Sporta et qui nous permettent de fonctionner, et puis plus particulièrement les 3 partenaires qui étaient présents aujourd'hui. Pour la suite, je tiens à remercier Stéphane Hutin, qui est président de France eSport et directeur de LDLC Event et LDLC OL, de sa disponibilité de dernière minute, puisqu'il il a repris le flambeau. On avait imaginé une intervention du ministère. Au final, c'est l'association reconnue qui va nous faire cette intervention. Monsieur Hutin, peut-on considérer France eSport au même titre qu'une fédération délégataire? Répond-elle au même type de fonctionnement que les fédérations sportives? Pouvez-vous nous expliquer ces problématiques et nous renseigner sur les politiques publiques en faveur du développement de l'e-sport? Stéphane, je vous laisse prendre la main sur la parole et sur le partage d'écran. Merci. De rien, merci beaucoup à Xavier. Enchanté et je suis déjà honoré d'être invité pour vous présenter un petit peu France eSport. Je remercie Bertrand qui va écourter un peu ma présentation pour avoir grillé quelques-uns de mes slides. Mais du coup, ça va nous faire peut-être gagner un peu de temps. Donc, je balayerai rapidement. L'idée est de vous présenter effectivement France eSport, qui est une association et non une fédération en tant que telle, puisqu'elle n'a pas de délégation de pouvoir étatique, sachant que nous ne sommes pas reconnus comme le sport et qu'on en a parlé déjà rapidement tout à l'heure, on ne cherche pas forcément à être reconnu comme le sport. Par contre, nous avons une activité, enfin des activités qui sont très très proches, très similaires et qui font que nous nous sommes naturellement rapprochés du monde du sport. Alors pour un petit peu imager vous expliquer qui est France eSport et vous allez comprendre du coup le lien qu'il y a avec la politique du gouvernement. France eSport s'est créé en 2016 sous le marrainage d'Axel Lemaire, qui était secrétaire d'État chargé du numérique à l'époque, avec cette option, c'est ce besoin en tout cas de l'État d'avoir une nécessité d'avoir un interlocuteur en fait qui représente l'écosystème avec qui on puisse échanger pour répondre aux problématiques de cet univers qui commençait un petit peu à sortir du bois en 2016. Et un travail a été fait dès cette année-là sur la reconnaissance de l'e-sport par l'État avec la loi pour une république numérique qui a cité rapidement euh, Bertrand, avec des lois qui permettent en fait de nous sortir d'une classification de loterie en fait qui était problématique à notre secteur. 2017, France eSport s'est ouvert à un format de représentativité. Donc, tous les acteurs d'e-sport ont pu intégrer France eSport avec un système de 3 collèges. Vous avez un collège des joueurs, un collège des promoteurs et un collège des créateurs et éditeurs de jeux vidéo. Alors, c'est un format qui est assez particulier puisque il n'y a que 2 pays dans le monde qui ouvrent cette représentativité avec tous les acteurs de l'écosystème. Vous avez vraiment tout le monde de l'e-sport qui est là, jusqu'aux éditeurs de jeux vidéo, qui est vraiment l'acteur qui est le plus compliqué à pouvoir fédérer sur ces sujets. En 2018, le travail de France eSport a été de mettre en place une identification de la pratique et de la consommation de l'e-sport en France. Donc, c'est des chiffres qu'a largement cité Bertrand, donc je ne vais pas revenir dessus, mais qui nous permettent d'avoir un outil de lecture, d'analyse et de compréhension sur nos pratiquants, quels sont leurs usages, comment ils pratiquent, où, à quel rythme. On avait un besoin déjà d'identifier un petit peu notre secteur et de connaître les problématiques sociétales ou sociales que l'on pouvait avoir dans nos communautés. Donc cet outil, c'est un baromètre qui est décliné tous les ans, voilà, qu'on a lancé en 2018 et vous avez sa version qui est disponible sur notre site internet. 2019, nous avons organisé avec la Direction générale des entreprises, la Direction des sports, et même Level 256 y a participé bien évidemment, les assises de l'e-sport, qui était un moyen de venir faire un bilan avec l'État sur les problématiques de notre secteur et surtout créer une feuille de route selon enfin voilà, 5 ateliers qui ont été organisés. Un atelier sur la structuration de l'écosystème amateur éthique de la discipline, un atelier sur l'e-sport inclusif, sur la mixité, handicap, santé et sociale, un atelier
sur la formation des joueurs, ainsi qu'un atelier sur les métiers de l'e-sport, il n'y a pas que des joueurs de jeux vidéo dans l'e-sport, il y avait évidemment tout un écosystème avec un ensemble de métiers. Et enfin, un atelier sur l'accueil d'organisation et l'organisation d'événements à fort potentiel pour développer le marketing territorial, donc l'accueil de grands événements en France. 2020, comme tout le monde, on a eu nos problématiques de Covid, donc la partie physique, comme l'expliquait Bertrand tout à l'heure, s'est pris évidemment un retrait. On fait partie, c'est de la composante événementielle de l'e-sport, souffre évidemment comme toute composante événementielle qui existe dans le sport. Par contre, la particularité de l'e-sport, c'est la résilience à la pratique online. C'est-à-dire, comme on peut pratiquer de chez soi sur son ordinateur, on a eu cet effet de résilience, où en tout cas, les joueurs ont continué de pratiquer, du coup, nos compétitions ont continué de tourner. Elles étaient simplement complètement dématérialisées, ce qui est quelque chose de totalement possible pour nous. Ça freine malgré tout l'extension, je dirais le développement de l'e-sport, mais en termes de visibilité, en termes de spectateurs, l'année 2020 a été une année qui a vu exploser les chiffres de consommateurs d'e-sport en termes de spectacles, parce que justement, il y avait une offre qu'on pouvait consommer de chez soi. Voilà, et un projet de TVA sur lequel on a travaillé pour aligner évidemment la billetterie au sport et à la culture, parce qu'on est un petit peu au centre de ces sujets. Donc, on travaille avec l'État sur des sujets propres à voilà, fiscalité, légalisation, les problématiques juridiques, et notamment une problématique autour de la propriété intellectuelle qui est très importante. Je vais y revenir un tout petit peu plus loin. 2021, notre mission, c'est le développement de la stratégie des territoires. Voilà, France e-sport, c'est très d'actualité. La semaine prochaine, on annonce notre assemblée générale et on va voter. Donc, je pense que c'est pas quelque chose qui va être validé, évidemment, puisqu'on a un accompagnement sur la préparation de cette migration. Mais France e-sport va se développer au niveau des territoires avec des antennes territoriales qui vont pouvoir être des connectés directement sur les territoires avec toutes les collectivités qui voudront se développer au niveau local. Voilà, c'est un petit peu notre mission 2021. On profite des problématiques de l'écosystème, je dirais, de l'actualité pour nous structurer. Et enfin, une étude économique de l'e-sport sur lequel on travaille, dont Bertrand vous a glissé un chiffre ou deux dans sa présentation, qui est faite en collaboration avec les ministères, la BPI, ou la CDC plutôt, j'ai cité la BPI, mais je crois que c'est la CDC plutôt, France e-sport donc, et Level 156 et d'autres acteurs. La stratégie nationale qui a abouti de ces 5 ateliers de l'État, c'est déjà d'avoir une sorte de double, non gouvernance, mais double, je dirais, casquette, sport et numérique, qui serait un petit peu, le sport prendrait un petit peu la tutelle de la partie pratique e-sportive amateur, et le numérique prendrait plutôt la tutelle du développement économique du secteur. Donc, la grande mission, donc là, je vais balayer vite puisque Bertrand les avait cités, ce sont évidemment promouvoir le développement d'une pratique e-sportive responsable, accompagner la création d'une filière avec une attention particulière sur les joueurs de haut niveau, mettre en place une politique de soutien au développement des acteurs français de l'e-sport et valoriser l'attractivité de la France, de ses territoires et de son écosystème. Sur chacun de ces niveaux, France e-sport a déjà positionné une stratégie, du coup, en se déployant sur les territoires. On vient amener des outils pour justement accompagner les territoires à créer leur propre stratégie territoriale. Parce que notre rôle n'est pas, comme je le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas une fédération, nous n'avons pas de délégation de pouvoir. Alors, ça pourrait le devenir, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, dans notre idée, c'est de créer une batterie d'outils qui va venir un petit peu aider les territoires à créer leur propre stratégie, puisque chaque territoire a ses spécificités. Donc déjà, c'est faire une analyse régionale de l'e-sport. Donc le baromètre national est décliné maintenant au niveau régional pour certaines régions qui le demandent. Donc évidemment, il y a un cofinancement qui est nécessaire. On est aidé par la Caisse des dépôts sur ce sujet, mais on cible évidemment les régions qui ont déjà envie d'aller sur ce secteur. Donc la première mission pour nous, elle est d'identifier les acteurs du territoire, parce que ça va permettre de vous derrière
de vous mettre en relation, de mettre en relation en tout cas les acteurs du territoire et les collectivités pour que la chaîne de valeur locale se développe. Voilà. Notre mission, évidemment, sera de créer un bureau local, comme je vous disais, qui sera l'interlocuteur au niveau du territoire, d'accompagner le développement de cette chaîne de valeur territoriale, former des encadrants à la pratique. C'est une nécessité pour nous. On voit beaucoup de projets qui commencent à naître avec, on parlait de clubs omnisports qui vont ouvrir leur section, mais on n'a absolument aucun encadrement de la pratique universelle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun diplôme d'encadrant qui existe actuellement sur le secteur. Donc ça peut être une stratégie aussi des territoires d'aller sur ce format-là. Francis Sport travaille sur un diplôme RNCP qui serait mis à disposition des organismes de formation pour répondre à la demande qui va arriver des encadrants de ces clubs qui se créent sur le territoire. On parlait de plus de 800 associations, même si elles ne sont pas territorialisées. Ça vous montre à quel point, si on a déjà autant d'associations qui existent et qu'il n'y a pas d'encadrant diplômé dans ces associations, il y a un besoin. En tout cas, il y a une demande qui existe. Enfin, définir et promouvoir les lieux de pratique. C'est un vrai sujet. Où est-ce qu'on va pratiquer l'e-sport actuellement? On le pratique chez soi, ou dans un événement quand il y a un événement. Mais l'idée est de développer des lieux sur lesquels on va pouvoir avoir un club, on va pouvoir avoir ce fameux encadrement. Il va nous falloir justement travailler sur ces lieux. Et là, Francis Sport, à nouveau, vient en support pour accompagner sur le cahier des charges de ces lieux, les rendre le moins coûteux possible, le plus cohérent, des fois le mutualiser avec d'autres actions. Ça peut être une médiathèque, ça peut être une MJC, ça peut être un centre de formation, pour trouver un moyen de le rendre cohérent, parce que l'e-sport a malgré tout un besoin de renouvellement d'équipement qu'il faut prendre en compte. Enfin, organiser globalement le maillage territorial. C'est indispensable pour nous de créer une cohérence entre les territoires pour ne pas simplement isoler des projets les uns des autres, mais vraiment avoir une cohérence nationale sur l'ensemble de nos projets. Définir surtout, au final, et ça fait partie de la mission prioritaire de Francis Sport, c'est de définir une politique de prévention et de pédagogie pour transmettre les bonnes pratiques. L'e-sport, c'est l'encadrement de la pratique du jeu vidéo compétitif. Et dans encadrement, il y a tout. Il y a la prévention auprès du jeune, du pratiquant, et la pédagogie auprès du jeune, mais aussi auprès de ses parents, auprès de tous les encadrants, auprès des enseignants. Vous pouvez avoir des questions sur l'e-sport à l'école. L'e-sport, ce n'est pas forcément un outil qui doit être à l'école, mais si l'éducation nationale ignore le fait qu'une activité comme celle-là, qui réunit plus de 3 millions de pratiquants, existe, comment voulez-vous à un moment donné créer de dialogue avec ces jeunes qui pratiquent assez fortement? Donc il y a un besoin de pédagogie auprès de tous les encadrants de jeunes, déjà que ce soit du scolaire ou du périscolaire, et à la maison évidemment. Je le disais, mission prioritaire, encadrer la pratique en France. Donc on a plus de 3 millions de jeunes de plus de 15 ans qui pratiquent de l'e-sport en France en 2020. Ces jeunes, en fait, se retrouvent parmi eux, beaucoup de jeunes ont envie de devenir gamers professionnels. Alors, joueurs professionnels, comme vous voyez, on estime qu'il y a entre 100 et 200 joueurs de professionnels qui gagnent vraiment leur vie et dont c'est le métier à plein temps. Et je parle des joueurs compétitifs sur ce nombre-là, puisque vous avez aussi des modèles, comme l'expliquait Bertrand, spectacles, qui sont un petit peu une autre composante de l'e-sport. Mais on se retrouve avec ce modèle-là, et malheureusement, comme le sport, enfin je dirais pas comme le sport, du coup la différence avec le sport, c'est qu'on n'a aucun chemin qui a été créé. Il n'y a rien entre ces deux passages, c'est-à-dire on est jeune, on est à la maison et on peut devenir pro du jour au lendemain sans aucune structuration au milieu. Et tout l'objet va être de créer une structuration pour amener ces jeunes à avoir une pratique de haut niveau. Donc là, on parle de gamer professionnel qui est un petit peu ce que ciblent les joueurs, mais on peut parler tout simplement d'une pratique de haut niveau qui cible quand même beaucoup plus de joueurs. Et ça, on a plusieurs enjeux, évidemment, qui sont des enjeux qu'on peut avoir en parallèle dans le monde du sport, la structuration au niveau local, national, international, d'intégrité, sur les problématiques de dopage, de triche, corruption. Il faut qu'on intervienne en fait sur tous ces sujets, comme le sport. Les problématiques sanitaires, on parlait tout à l'heure de sédentarité, de violence, d'addiction, sociabilité. Alors, ça ne veut pas dire que les jeux vidéo, évidemment, sont coupables de ça. C'est juste que si on doit développer un écosystème, il faut qu'on prenne en compte tous ces sujets qui sont importants, que ce soit pour l'image
de notre pratique, mais aussi pour le bien-être des pratiquants. Des problématiques juridiques aussi, que ce soit propriété intellectuelle, qui est un vrai sujet qui nous différencie du monde d'e-sport. Tout projet que vous désirez mener dans l'e-sport doit prendre en compte que le jeu vidéo appartient à quelqu'un, ce n'est pas le vôtre, et que vous ne pouvez pas le commercialiser. Par défaut, vous ne pouvez pas commercialiser une licence une licence d'une propriété intellectuelle d'autrui. Donc, il faut prendre en compte ce sujet-là dans tous vos projets. Un aspect social, inclusion, diversité, lutte contre la discrimination, la pauvreté. On peut aborder, grâce à l'outil e-sport, toutes ces thématiques. Donc, c'est important de se dire que l'e-sport n'est pas lié qu'au monde du sport, n'est pas lié qu'à l'activité physique. Il peut servir à beaucoup d'autres sujets. C'est un prétexte qui vous permet d'aller activer d'autres thématiques. L'aspect économique, évidemment, on a un travail sur les modèles de financement. On parlait du SAL. À un moment donné, il va falloir faire en sorte que ces modèles ne vivent pas qu'à coup de subvention, mais soient en capacité d'atteindre l'autofinancement le plus possible, en tout cas. Comme dans le monde du sport, on voit bien que les subventions diminuent. On ne va pas aller copier un modèle qui souffre déjà d'une problématique de subvention et on va nous reprocher après d'être en concurrence avec ces modèles-là. Ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est de s'intégrer au modèle sportif et d'amener peut-être des solutions de financement nouvelles à ces clubs pour se développer. Des enjeux médiatiques, parce qu'évidemment, il y a des notions de droit de diffusion, des notions de publicité, de promotion qui sont importantes sur la chaîne. Des enjeux éducatifs, on le parlait, de l'encadrement, des académies, la formation des formateurs, qui sont des sujets très importants. Et enfin, l'aspect sportif, l'optimisation de la performance, la détection des talents, les nouveaux joueurs de domaine, tout ce schéma-là, en fait, va être, je dirais, va être abordé dans cette chaîne de valeur, au final, que l'on développe, selon deux priorités qui sont la protection de la jeunesse et la pérennisation et la responsabilisation du secteur. Pour les exemples d'interaction ou d'actions que vous pouvez mener dans les territoires, donc Bertrand m'a aussi grillé sur ce slide, donc je ne vais pas trop m'étendre. Il vous a donné des exemples, mais je vais essayer d'être exhaustif. Là, vous pouvez utiliser l'e-sport pour faire de la pédagogie, de la prévention, information des éducateurs, je vous le disais, des parents, des pratiquants, de l'animation de quartier, création d'événements locaux, mise à disposition des lieux accessibles au public, pour pouvoir justement accueillir des événements, de l'éducation, la lutte contre la déscolarisation. Là où on reproche aux jeux vidéo peut-être d'être la raison de décrochage scolaire, on pourrait très bien l'intégrer comme une carotte pour ramener les jeunes à l'école. On a déjà des projets de ce type-là. J'en suis là, un des premiers, je dirais, fers de lance. Voilà, je travaille avec la Tony Parker Adequate Academy sur lequel on a créé un e-sport études et on a ramené des gamins sur les bancs de l'école qui étaient en déscolarisation pour certains et qui ont passé le bac, qui ont réussi leur bac. C'est un outil, il faut juste bien l'utiliser. La formation, donc je vous le disais, ça peut être une action sur le territoire, travailler sur les métiers émergents. Donc, on ne parle pas que du joueur, on ne parle pas que de l'encadrant e-sportif. On a le sujet d'éducateur e-sportif qui est particulier, mais les métiers émergents, on a identifié plus de 80 métiers qui existent autour de l'e-sport. Ce sont des métiers de l'événementiel, des métiers du sport, des métiers de la communication, des métiers digitaux. Ils ont une composante e-sport que l'on peut développer, qui peuvent servir un petit peu je dirais, de marketing sur ces formations en les diversifiant un petit peu. Et ça, les territoires peuvent très bien se positionner sur ce sujet. Un aspect social, mais je vous parlais tout à l'heure de la mutualisation des équipements dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique, la pauvreté ou l'exclusion sociale. On parlait de budget tout à l'heure, il y a des budgets fléchés sur ces problématiques-là où un projet e-sport pourrait très bien mutualiser quelque chose, mutualiser à un autre projet de lutte contre la fracture numérique pourrait très bien aboutir à un projet financé, en tout cas, en partie par des subventions. Des problématiques de sédentarité. Donc, Yannick, tout à l'heure, nous a fait un très bel exemple de ces stages d'initiation sport e-sport. Ce n'est pas parce qu'on va faire de l'e-sport qu'on arrête l'activité sportive. Comme disait Bertrand, plus on est e-sportif, et au final, plus on est sportif dans l'esprit, et plus on est e-sportif compétitif, et plus on est sportif compétitif, on va adhérer, on va prendre une licence sportive. Donc, il y a un sujet de sédentarité que l'on peut aborder de façon très saine en mélangeant les activités.
Marketing territorial, évidemment, on a ce sujet de Boulogne ou de Poitiers, Lyon, puisque moi je suis installé à l'IDLC Olympique Lyonnais, évidemment avec cette casquette lyonnaise. Les territoires doivent prendre le sujet e-sport pour ne pas laisser. On a des équipes en fait qui n'ont pas de territoire, ce qui est très dommage parce que je pense que ça crée une animation déjà pour notre secteur, mais en plus ça apporterait une certaine image au territoire et du coup ça peut être un sujet de marketing territorial. L'accueil d'un événement majeur aussi sur le territoire permet de mettre en lumière autre chose que simplement l'événement, c'est-à-dire qu'on peut aller justement se servir d'un événement comme d'un prétexte pour faire découvrir le territoire à un jeune public, puisqu'on parle d'un public 15-35. Le dialogue aussi, un vrai constat, c'est qu'on peut toucher un public donc 12-35 selon ses propres codes et ses outils pour lui parler d'autre chose que l'e-sport. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on a souvent un public qui a complètement abandonné en fait certains sujets, qu'ils soient de politique locale ou enfin des sujets très sérieux, l'écologie ou autre, mais le fait de pouvoir les retoucher à nouveau avec leur code, ça peut être un outil pour les territoires de travailler un projet totalement en dehors de l'e-sport, mais de se dire, tiens, et si on ajoutait l'e-sport dans la réflexion, est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas un moyen d'aller interpeller ce public avec ses codes sur notre sujet, voilà, qui est un sujet propre à notre territoire. Je terminerai sur les problématiques et les composantes indispensables d'un projet e-sport. Il est important de maîtriser les codes de l'e-sport. Ne vous lancez pas dans un projet e-sport si vous n'avez pas quelqu'un qui vous accompagne, parce que c'est la meilleure chance d'être à côté en fait, des codes de ces communautés. Et si vous êtes à côté des codes, vous aurez un projet déceptif. Il faut faire attention à bien vous adresser de la bonne manière en fait à ces communautés qui sont très identitaires et qui en plus sont très engagés sur les réseaux sociaux, maîtrisent les réseaux sociaux. Donc, une mauvaise communication, malheureusement, peut être très virale. Donc, l'avantage, c'est qu'une bonne communication peut être aussi très virale et il faut se servir de ça. Ne pas se focaliser sur la simulation sportive, mais bien ou des titres sans communauté. On en parlait tout à l'heure hein, sur les amalgames entre les exergames et les simulations sportives. Ça ne fera pas ça. Vous n'attirerez pas du monde avec ces outils-là. Ils sont utiles parce qu'ils créent les ponts, mais pour autant, ce ne sont pas ces outils ou ces jeux qui font l'e-sport. Donc, il faut bien prendre en compte ce sujet. Respecter le cadre légal. Alors, il y a déjà des lois, il y a déjà un petit cadre qui s'est mis en place et surtout, il y a une propriété intellectuelle qu'il ne faut absolument pas ignorer dans vos projets. Nous avons des projets internationaux, de fédérations internationales qui ont capoté à cause de dirigeants qui n'ont pas pris en compte la propriété intellectuelle et où, à un moment donné, l'éditeur de jeu a dit bah, non, c'est mon jeu, je ne veux pas que vous fassiez votre événement international, c'est pas du tout ma stratégie et ça ne m'apporte rien. Donc, vous utilisez ma propriété intellectuelle, je vous interdis de l'utiliser. Et on s'est retrouvé avec certains événements qui ont été annulés partout dans le monde parce qu'ils n'avaient pas intégré la propriété intellectuelle au début de leur projet. Donc ça, c'est un sujet toujours à prendre en compte. Et enfin, le respect de l'intégrité des compétitions, au même titre que dans le sport, on a une problématique d'intégrité qu'il faut bien intégrer en début de projet. Et surtout, respecter les communautés de joueurs. Si vous ne respectez pas leurs avis, leur format, leurs besoins, vous risquez d'avoir un projet qui va être à nouveau déceptif. C'est très important. Et je dirais le dernier point qui est plus d'ordre presque financier, faites attention à votre projet, même si Yannick dit qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'apports sur un projet. Si on voit le projet à long terme, il faut penser au renouvellement des équipements, il faut s'assurer qu'on ait bien le minimum je dirais, de connexion. À nouveau, il y a des codes de pratique, il y a un minimum de place, hein, des besoins à avoir. Mutualisez au maximum vos lieux et vos équipements. C'est un vrai sujet qui vous permet de pérenniser en tout cas votre projet. Donc voilà, j'ai essayé d'enchaîner assez vite le sujet, comme ça permet peut-être de répondre à des questions et de rattraper le timing grâce à Bertrand qui m'a un petit peu devancé. Merci Stéphane. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Du coup, au niveau du chat, on a eu quelques questions, notamment pour Bertrand. La question est la suivante. Que je la retrouve. Excusez-moi.
Alors, du coup, existe-t-il des structures qui peuvent organiser clé en main un tournoi dans une collectivité pour voir si cela plaît à la population? Et dans un deuxième temps, est-ce que la maison sport fonctionne normalement pendant la pandémie? Alors oui, des structures, il y en a plein, quoi, spécialisées, que ce soit des associations qui savent faire, parce que des associations sur les territoires, certaines savent faire en fonction de la taille, mais bien sûr. Et après, il y en a qui sont professionnels. En fonction du territoire, ce qui est le plus simple, je pense que c'est ce que j'avais peut-être mis, il faudrait contacter, je pense, Francisport, là, Stéphane mettait le mail bureau@francisport.org, pour savoir quelle est la ville. Et dans ce cas-là, c'est plus simple d'orienter vers la ville en disant, ben voilà, on a un acteur local. Donc déjà, ça réduit des coûts s'il y a des coûts. Mais c'est pas, c'est un petit budget pour organiser quelque chose à échelle humaine, hein, pas quelque chose d'énorme. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus grand, il y a quand même des coûts d'organisation, mais ça peut se faire. Donc, ça, envoyer un petit mail au bureau de Francisport qui a une belle vision du territoire pour orienter. Et sur le cas de la maison d'e-sport, c'est ce que je disais, nous, on a fonctionné en version dégradée sur les espaces. L'Arena, qui est une salle de 100 places, qui peut accueillir 100 places quand c'est un format workshop, diffusion, on le faisait à 50%. Et quand c'est un format tournoi, on peut accueillir 60 personnes, on le faisait à 30 personnes dans les gradins, donc ça fait une personne sur deux. Et sur les salles de pratique, c'est pareil, on mettait une personne sur deux. Ça permet de garder l'espace. Et après, il y a le sujet du matériel. Mais ça, le matériel, on l'a lavé à chaque fois. Les gens venaient avec masque, nettoyaient le matériel. Et ce qui a permis, notamment dans l'été, quand la ville de Paris avait fermé certaines de ses pratiques sportives parce que il y avait le cas des pratiques de contact et sur lesquelles ils n'avaient pas voulu faire les stages. Là, ça a permis de faire une activité avec la jeunesse, ce qui est un enjeu pour la ville, hein, de dire, il y avait la question de la sédentarité qui était un sujet, et de dire comment on fait une pratique physique pendant le confinement et sorti du confinement, alors que les clubs sont plus ou moins disponibles, avec parfois, quand même, moi je suis pratiquant, donc on a commencé à faire une pratique pendant un mois, on s'est arrêté, après on a repris, ça n'a pas été simple quand on voulait garder une activité. Des clubs sportifs ont gardé une activité en ligne justement pour garder le lien, quoi, en passant par l'e-sport, et ça a permis aussi de se dire, tous les jeunes qui vont pas partir en vacances pendant les vacances parce qu'ils n'ont plus le droit de circuler, c'est aussi un moyen de garder le lien social, parce que dans l'e-sport, c'est l'avantage, par rapport à la pratique sportive, ce qui est hyper important, c'est le lien social qui est aussi hyper important, et ça pouvait aider. Ok, très bien. Merci pour cette réponse qui était très claire. Je rappelle que vous pouvez, l'ensemble des adhérents présents, poser vos questions via le lien que vous a mis Alain. Et je passe la main du coup à Romain. Merci. Bonjour Bertrand. On avait une question d'un de nos adhérents en marge du webinaire. Quel conseil pourrais-tu apporter à un joueur qui souhaite devenir professionnel ? Après, je suis moins spécialiste. Après, c'est le même conseil c'est un conseil qu'il faut savoir mesurer comme moi, je suis d'une génération où les jeunes, ils voulaient tous être champions du monde de foot. Là, maintenant, la nouvelle génération, ils veulent être champions d'e-sport. Il y en a un sur 1 million qui le sera, et donc ça sera le métier. Donc, il y a tout un parcours, ce qu'expliquait Stéphane, qui est en train de se structurer. Le plus intéressant, c'est de se rapprocher. Il y a des sujets d'entraînement. Il ne faut pas que ça se fasse au détriment des études, c'est ce que disait Stéphane, donc de se rapprocher des équipes. Maintenant, les équipes professionnelles ont commencé à se structurer. Ça a été le cas dès lors que les équipes se sont structurées, se rapprocher du territoire. On parlait de GameWard à Boulogne ou de ce que fait LDLC avec l'académie de Tony Parker. Là, à Paris, c'est un peu la même chose sur les équipes qui sont rapprochées de la ville de Paris. C'était de dire, si vous avez une équipe professionnelle et qu'on soutient, n'oubliez pas la section amateur. Donc, ils ont créé des sections amateurs. Et ces sections amateurs, c'est là où les joueurs doivent s'orienter. Et c'est là où il y aura de la détection comme le sport traditionnel. Donc, il faut qu'il essaye d'aller voir des équipes pour voir quel est son niveau. Si c'est quelqu'un qui est détecté et qui peut devenir professionnel, petit à petit, il y a des circuits qui sont en train de se structurer, même si c'est pas aussi bien structuré que dans le sport. Et s'il n'y a pas le niveau, c'est là aussi où il y a un intérêt de dire, tu peux pratiquer, mais attention, sur le métier, tu peux pratiquer, mais continue tes études, n'arrête pas tout. C'est un gros enjeu, et c'est là où je pense que le sport a beaucoup apporté sur l'enjeu de prévention, et c'est les collectivités, vous devez travailler là-dessus. C'est que le secteur fait rêver, et les gens pensent qu'en passant 40 heures devant un écran à jouer à fond, on va devenir très bon et professionnel. Maintenant, c'est comme le sport. J'aurais beau courir des 100 mètres toute la journée, c'est pas pour ça que je vais passer sous les 10 secondes. Il y a aussi des qualités intrinsèques, et il faut pas le nier. Et dans l'e-sport, c'est pareil. Les joueurs professionnels, ils ont une motricité, quand je parlais de motricité fine, ils ont un temps de réaction aussi qui est de l'ordre de 8 millisecondes. La prise d'info est de 8 millisecondes.
on est sur des prises d'infos au niveau des skieurs, de certains. Et donc, 8 millisecondes, tout le monde ne va pas le faire. On aura beau s'entraîner toute la journée, on ne pourra pas. Et après, il y a des questions de stratégie, de connaissances. Donc, c'est très complexe l'e-sport. C'est vraiment comme le sport professionnel. Donc, un jeune, il faut aussi l'éduquer là-dessus. Il faut aussi le sensibiliser. Et ça, là-dessus, ça passe. Moi, je suis persuadé que ça passe par les associations, les professionnels et les collectivités en organisant des débats, des conférences auprès des parents. À Paris, notre structure, nous intervient beaucoup chez les scolaires ou auprès des parents pour justement où ils viennent avec les jeunes pour expliquer le lien qu'il peut y avoir et sur les points positifs et les points sur lesquels il faut être vigilant. Merci Bertrand. Je vais repasser la parole à Faisal puisqu'il me semble qu'il y a une autre question du chat. Oui, alors la question était la suivante, donc je vous la lis textuellement d'une des personnes du chat. Je suis en contact avec une association pratiquant le sabre laser et elle se revendique e-sport. À entendre les échanges de ce jour, sommes-nous d'accord qu'elle ne rentre pas dans la définition d'un e-sport? C'est ça. Oui. Non, eh ben, merci de la réponse. Voilà. Non, le sabre laser, mais c'est comme d'autres pratiques. Le sabre laser, ils se sont rapprochés de la Fédération d'escrime. Et là, on parle de sport connecté. Arnaud en parlait. Il y a beaucoup de tout ce qui est pratique. Ça a été le cas. Vous avez dû entendre parler de Kinovac ou Swift. Swift, ça a beaucoup, pendant le confinement, c'est une structure sur laquelle se sont appuyés ASO ou le cyclisme ou le CI parce qu'ils ont fait les compétitions. Et donc, ça, c'est du vélo connecté. Vous avez une pratique physique par l'intermédiaire. Donc là, vous pédalez sur votre vélo chez vous. Et il y a la même chose sur de l'aviron. Il y a la même chose sur il y a pas mal, ou même sur, on pourrait imaginer des tapis de running. Et ça, c'est pas pour ça que ça va être de l'e-sport. On pourrait imaginer un challenge de running sur des tapis de course. Ça se fait à distance. C'est de la pratique de sport connecté. Et donc, ce que j'expliquais tout à l'heure sur les exergames. Et là, le sabre laser, pour l'instant, on est sur l'exergame. En revanche, il y a un jeu, c'est Stéphane qui signalait, il y a un jeu, par contre, de VR qui s'appelle Beat Saber. Et là, on le considère comme de l'e-sport parce que c'est à l'origine un jeu vidéo. Et j'avais un échange en direct avec un des participants aussi qui me demandait si Just Dance, en disant dans ce cas-là, Just Dance, c'est pas de l'e-sport. Et si au contraire, Just Dance, qui est un jeu vidéo édité par Ubisoft, où on doit faire des chorégraphies, là par contre, c'est effectivement de l'e-sport parce qu'on est le support d'origine et du jeu vidéo. C'est ça, là, globalement, la différence. Ok. Beaucoup pour ces réponses très fines. Du coup, je vais repasser la main à Alain. Et encore une fois, merci à tous. Parfait. Merci à tous pour ces échanges. Et puis Bertrand nous avait prévenu qu'il lui fallait 3 heures pour exposer, expliquer. C'est vrai que le sujet est tellement passionnant et puis de la découverte pour tout le monde. En tout cas, on est quasiment bon dans le timing. Les uns et les autres, on a pu respecter ce qu'on s'était fixé. Donc, merci à nos intervenants, nos partenaires. Bien entendu, vous pouvez continuer à échanger via l'adresse mail asporta.agglomération@orange.fr. On a aussi une page sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à poursuivre les échanges et nous, on reroutera vers les intervenants. Je remercie l'équipe présente donc du comité directeur. Alors, je vais dire qu'il manque une personne sur la liste pour nous permettre de constituer 2 équipes. J'ai bien compris qu'il fallait des équipes de 6 pour s'inscrire en championnat amateur e-sport. Donc voilà, on va lancer un challenge au sein d'Asporta. Donc merci à tout le comité directeur pour la préparation. Une mention spéciale pour Xavier, notre geeker national. Ensuite, prochain webinaire. Alors, comme je vous le disais, on organise tous les premiers jeudis de chaque mois un webinaire. Donc, le prochain aura lieu le 4 mars avec une thématique autour du sport santé. Ensuite, le 8 avril et le 6 mai. Alors, comme vous pouvez le constater, le 8 avril, ce n'est pas le premier jeudi du mois d'avril, c'est le 2e. On est encore en hésitation sur le jeudi 1er avril, où on pourrait avoir comme thématique, avec la présence d'Emmanuel Macron en préparation pour les Jeux Olympiques, avec aussi l'intervention de Teddy Riner pour la préparation physique au JO de Tokyo, Lance Armstrong qui viendrait nous présenter une huile essentielle miracle qu'il a trouvée, qui lui a permis apparemment de gagner quelques courses, Richard Virenque qui pourrait retrouver une certaine vélocité, le cirque Zavata qui présenterait l'évolution du sport après le Covid, Bill Gates pour le plan de relance et Madame Irma pour ce qui va se passer dans les jours après Covid.
Donc, effectivement, le programme, alors c'est le 1er avril 2021, donc il n'est pas certain que ce programme-là soit retenu. On resterait sur le programme du 4 mars et celui du 8 avril. Bon, voilà. Merci à tous, en tout cas, de votre présence. Et puis, on vous souhaite de nous rejoindre au prochain webinaire. À très bientôt.